bonjour à tous. Donc, mon idée, c'est peut-être de refaire un petit plongeon dans le passé pour voir un peu comment le marketing social est arrivé. Et pour reprendre un petit peu ce que disait Karine, parfois la confusion entre communication et marketing social, ça c'est un sujet important à traiter. Le Comité français d'éducation pour la santé, où j'ai pu travailler quelques années, 1972-2002, qui s'est transformé en 2002 en Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, et devenu depuis 2016 Santé publique France. Je voudrais traiter ensuite les enjeux actuels et les enjeux futurs, en particulier la nécessité d'aller vers des évaluations d'impact et également un retour sur investissement. Ça a été dit ce matin par la personne qui représentait le Crédit Agricole. Également les sciences comportementales, dont a parlé un petit peu Karine, et puis une interpellation dont je vous ferai part par notre comité, notre comité de déontologie et d'éthique, et quelques propositions de conclusion. Donc, le Comité français d'éducation pour la santé a fait de très nombreuses campagnes de communication en 30 ans. Et pour vous montrer un peu les changements de langage, elles sont toutes déposées dans France Archives. Et on va dire le titre sous lesquels c'est indiqué, c'est film de communication à vertu pédagogique. Donc on voit, ça fleure bon le passé, ça. Hein. Donc la première campagne tabac, donc il y a eu pas mal de sous qui a été donné pour faire la première campagne tabac, qui s'appelait Sans tabac, apprenons la vie à plein poumon. Donc là, on est à une époque, et vous verrez pour l'alcool aussi, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'était de faire des slogans mémorisables et il n'y avait pas forcément de ciblage. La première campagne alcool, c'était un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts. Donc là, à nouveau, c'était Daniel Robert qui avait inventé ce slogan qui reste en mémoire. Tout à fait. Ces slogans, ça permet d'une très bonne mémorisation, mais est-ce que c'est efficace? C'est un autre sujet. Et donc, c'était également, les films étaient confiés à des réalisateurs de cinéma, quoi, comme Jean Becker. Et la première campagne SIDA, c'était en 1987. Le SIDA ne passera pas par moi. Je vais revenir sur ce sujet dans la prochaine diapositive. Et là, c'était Jean-Jacques Benex qui avait fait ce film. Et je n'ai pas pu m'empêcher, pour faire suite au contre-marketing ou au marketing social critique. Donc, le CFES avait fait une campagne Fumer, c'est pas dans ma nature, où il reprenait tous les clichés du cow-boy de Marlboro. Nous avons eu un procès, le Comité français d'éducation a eu un procès que nous avons perdu, et nous avons payé 1 franc, à l'époque c'était des francs, 1 franc symbolique, parce qu'on avait copié le style, voilà. Donc j'ai voulu mettre ça. Donc, sur la question, le marketing social, comme l'a dit Karine, il y a le sujet de s'adresser aux gens concernés, les plus concernés, ciblés. Et donc là, la première campagne SIDA en France, il y avait une sorte de refus de ciblage. Et en particulier, c'était une campagne pour les jeunes. Et finalement, les jeunes étaient très peu concernés, en termes épidémiologiques, étaient très, très peu concernés. Et c'était surtout certaines minorités, on a dit les 4H, les homosexuels, les gens d'Afrique subsaharienne, enfin c'était haïtien, le H, les hémophiles. Voilà, donc cette crainte de cibler sur certaines populations, souvent des minorités, a fait que ça a été une campagne, je vais dire, pour tout public, ce qui est donc pas du tout du marketing social. Et j'ai mis aussi pour le fun, pour les gens qui peut-être sont trop jeunes mais n'ont jamais vu un Minitel. Donc la partie qu'on mettra maintenant sur Internet était en fait sur Minitel avec des informations sur le sida qui étaient mises à jour régulièrement. Voilà, donc c'est encore un petit plongeon dans le passé. Et donc, il a fallu un certain nombre d'années pour oser faire des campagnes ciblées et affinitaires sur le domaine du sida.
et ça a commencé en 98-99. En vérité, la FLS en avait fait, mais ensuite la FLS a été fermée et c'est revenu au CFES. Donc aujourd'hui, on peut faire beaucoup, mais rien sans vous. Donc là, il y avait des spots avec un homme en métropole, une femme aux Antilles et voilà, 2 spots sur le dépistage. Et le sida en demeure encore, où là, enfin, on mettait en scène on mettait en scène les différentes catégories qui étaient à risque, comme par exemple les couples homo au restaurant, un couple antillais en boîte de nuit. Voilà. Donc en fait, il a fallu du temps pour oser s'adresser aux gens les plus concernés. Et ça, je dirais que c'est un peu le virage entre la communication santé pour tous et vers un marketing social un peu plus ciblé. Donc, quand l'INPES est né en 2002, la première campagne qui a été faite, et qui à nouveau n'est pas une campagne de marketing social, c'est une campagne, c'est pour faire du buzz. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, est apparu sur les écrans de télé des traces de mercure, d'ammoniac, d'acide cyanhydrique et d'acétone ont été décelées dans un produit de consommation courante. Pour plus d'informations, appelez gratuitement le 0800 404 404. Et il y a eu entre 1 et 2 millions d'appels. Et d'ailleurs, le standard téléphonique qui avait été mis en place a sauté parce que c'était absolument pas prévu de pouvoir accueillir autant d'appels en aussi peu de temps. Et ça a été suivi ensuite par le fait que les cigarettes, ce sont des produits toxiques. Voilà, donc, et ça, je dis que c'est pas des campagnes de marketing social, c'est simplement des campagnes d'information. C'est des campagnes d'information qui utilisent la communication santé descendante, mais pas de marketing social. Même si ces campagnes ont, en particulier la campagne de droite avec les tonneaux, a eu beaucoup d'influence pour le fait qu'ensuite, il a été assez facile de faire accepter aux gens le fait d'interdire le tabagisme dans les lieux publics. Tout ça, ça a permis l'acceptation de mesures plus tard. Autre campagne où il a fallu lutter pour représenter les gens concernés, donc c'est les défenestrations. Et le défenestration, en particulier en Île-de-France, c'était surtout dans des familles émigrés. Et donc, il y a une sorte de blocage, vous allez stigmatiser. Et donc, il a fallu, à chaque fois, c'est la même chose pour le VIH, il a fallu démontrer que les personnes à qui on s'adressait, finalement, étaient contentes qu'on parle d'eux parce que quelque part, ça montrait leur reconnaissance. Donc finalement, il y a une sorte d'intelligentsia de l'éthique qui ne comprend pas, qui justement, il faut interroger les gens et les gens ne sont pas mécontents qu'on parle d'eux et qu'on fasse de la prévention pour eux et que ça soit visible. Et donc, je profite aussi pour dire qu'une une équipe de Toulouse, la CHU Toulouse, a constaté que les défenestrations depuis le Covid avaient doublé, les défenestrations d'enfants avaient doublé. Et donc, ce qui montre que voilà, les conseils, il faut réfléchir à l'ensemble des conseils. J'ai vu que Franck Chauvin était là et le Haut Conseil de santé publique est en train d'essayer de rectifier une communication purement sur le virus et qu'il faut aussi considérer que la communication, il faut la mettre dans un ensemble, dans un contexte. Et là, on ne peut pas dire aux gens, parce que les études qui ont été faites autour de ces cas, c'était que les parents travaillaient, ils ouvraient la fenêtre parce qu'on leur a dit d'aérer, et ils n'étaient pas attentifs à leurs enfants, et ça a fait des drames. Voilà. Donc il faut vraiment avoir une approche absolument globale par rapport à ça, et j'y reviendrai sur les sujets d'éthique. Donc, autre chose qui s'est passée pendant l'INPES, donc on a rencontré des universitaires comme Karine et Gérard, on les a invités à venir présenter à nos rencontres internationales. Donc ça, c'était un premier lien entre l'institution santé publique et les universitaires. Donc il y en a, voilà, Karine et Gérard. Et peut-être pour dire, donc, avant que je l'oublie, donc Karine est rentrée dans notre premier conseil scientifique de Santé publique France. Et ça, c'était très bien. Et puis maintenant, c'est Gérard dans le deuxième conseil scientifique de Santé publique France. Et donc, ça montre quelque part l'intégration de ce champ au sein même de notre conseil scientifique et c'est extrêmement important. Autre chose, c'est du côté de l'OMS. Alors, attendez. Oui, l'OMS
a été réticent, donc l'OMS en particulier, PAO, Amérique, l'OMS Amérique a sollicité une personne du marketing pour dire, voilà, on a un problème avec la dengue, ça ne suffit pas de sensibiliser et de faire des messages, on veut aussi être efficace et que les gens luttent contre les gîtes larvaires. Donc, un publicitaire qui s'appelle Everald Hossein a imaginé une approche, et donc là vous avez, là ça s'appelle Planning, Social Mobilization and Communication for Dengue Fever Prevention and Control, mais c'est un manuel de marketing social, mais qui n'ose pas utiliser ce mot parce que marketing social, dans le milieu de la santé publique, ça commence à être accepté, mais c'est pas forcément encore facile, et on en reparlera. Et un autre document plus récent qu'a fait l'OMS, le TIP, Guide for Tailoring Immunization Programs, à nouveau, le mot n'est pas employé, mais quand on l'ouvre, c'est tout à fait un manuel de marketing social. Donc, il y a encore une réticence au milieu de la santé publique d'être classé avec les marketeurs. Donc, deuxième chose que nous avons faite en tant qu'INPES, c'est on a organisé une initiation à COMBI. Donc, COMBI, c'est Communication for Behavioral Impact, qui indique bien qu'on ne fait pas de la communication pour faire de la communication. On veut avoir un impact mesurable. Donc là, vous avez Everald Hossein qui est venu faire une initiation de 2 jours à Paris. Il y avait 50 participants, l'INPES, la DGS, l'ARS, et il y a même certains de nos agents qui ont été suivre la formation de 3 semaines à l'Université de New York, qui a été créée par Everald Hossein. Autre chose dans nos étapes, on a organisé un colloque parce que quand vous prenez la parole au nom de l'INPES ou au nom de Santé publique France, la chose visible de nos institutions, c'est les campagnes. Et la première question qu'on vous pose, comment vous évaluez vos campagnes? Donc voilà, donc j'ai organisé, à partir d'une revue littérature, j'ai invité des gens qui avaient publié sur le sujet, en particulier Robert Ornick, qui a fait un manuel sur communication en santé. Et lui, il a tiré les leçons de 30 ans de recherche sur l'évaluation, et en particulier, c'est l'évaluateur du programme de prévention de la consommation de cannabis aux États-Unis, qui avait coûté plus d'1 milliard et qui avait montré un effet boomerang, c'est-à-dire que l'occupation, disons, le fait que la campagne passait très très souvent, et donc tout le monde était bombardé par cette campagne pendant plusieurs années, et qu'elle montrait des jeunes fumant des joints de cannabis et qui avaient l'air d'être heureux d'être ensemble, a finalement eu un effet de normalisation de la consommation. Karine a parlé de normalisation. Ça a normalisé une consommation pour des gens qui étaient loin de ce produit. Et donc, finalement, cette campagne est un échec, ou a été un échec, qui est très, très connu parmi les échecs de campagne de marketing. Voilà. La deuxième personne qui avait accepté de venir, c'est Maria Newman, donc qui était la chercheuse numéro 1 de la première campagne de promotion de l'activité physique à partir du marketing social fait par le CDC américain. Donc, il y a conception, évaluation. Donc là, on est dans les 300 millions, 400 millions de dépenses, donc 30 millions pour l'évaluation. Et donc là, par contre, il y avait eu un effet positif sur l'augmentation de l'activité physique des préadolescents, les tweens. On avait aussi invité Dominique McVeigh, qui avait fait une campagne de prévention du tabagisme avec John Cleese, l'un des Monty Python, très très marrante la consommation, la communication. Donc John McLeese qui se levait d'un cercueil, ou enfin on va dire d'une table dans une morgue pour blaguer. Je vais te transformer en cendre, enfin des choses comme ça. Et donc là, c'était ici ailleurs l'intervention, c'était plutôt sur des territoires. Et pour revenir un petit peu, donc il y a eu en Angleterre, comme l'a dit Karine, la création d'un National Center Marketing Center, et qui montre un peu, disons, l'avance qu'ont les Anglais sur ce secteur, pour lequel qui ne leur fait pas peur. Et on avait aussi, bien sûr, donné la parole à Everald Hossein sur
on va dire, la version OMS du marketing social, rebaptisée Combi. Et donc ensuite, Santé publique France a été créée en 2016. Et là, clairement, François Bourdillon, qui a été préfigurateur, donc il avait vraiment envie de donner une nouvelle impulsion à la prévention, à la promotion de la santé. Il avait choisi le marketing social. Donc c'est la première fois que c'était écrit que nous menions une stratégie du marketing social ou de marketing en santé publique. Et ça, c'était nouveau de l'assumer aussi fortement. Et d'ailleurs, lors de l'Assemblée générale juste avant la création ou la première Assemblée générale de préfiguration, la première question qui a été posée par quelqu'un de l'Institut de veille sanitaire, c'est qu'est-ce que c'est le marketing social? Parce que c'était complètement nouveau pour tout le milieu de l'Institut de veille sanitaire, donc les épidémiologistes, voilà. Alors, donc, une opération dont tu as déjà parlé, Karine, c'est le Mois sans tabac 2016. Et donc, c'est quelque chose qui est un investissement important, hein, c'est 10 à 15 millions d'euros d'investissement. Et donc, il fallait absolument faire un effort pour mesurer l'impact. Donc, ce qu'on a fait, et c'était une première, c'est qu'on a utilisé le baromètre santé 2017, donc c'est 20 à 25 000 personnes, et pour y introduire des questions d'exposition. Et ça, c'était nouveau. Le baromètre jusque-là, c'était juste pour recueillir les attitudes, les comportements déclarés, etc. Donc, grâce à ce dispositif, on a pu voir que 18,4% des tentatives d'arrêt attribuées à Moi sans tabac enfin, 18% des tentatives d'arrêt étaient attribuées à Moi sans tabac par les personnes que nous interrogeons, que nous avons interrogées, et avec un effet dose, c'est-à-dire que plus les gens étaient exposés, euh, plus la tentative d'arrêt était liée, quoi. Il y avait une corrélation. Le suivi à 1 an, donc on a aussi fait l'effort de faire une sorte de cohorte, c'est qu'on a réinterrogé les gens à 1 an, et après 1 an, il y avait 6 à 10% qui étaient abstinents au moins 1 an en 2018. Et donc, on a voulu, bien sûr, essayer de donner la valeur économique de ce changement observé. On a essayé de faire des liens avec des équipes de recherche. On a échoué pour des raisons administratives stupides. Et donc, finalement, on a confié ce travail avec la DGS, la Mildeca, l'INCa. On a confié le travail à l'OCDE, qui a une équipe d'économie de la prévention, et qui vont travailler pendant 18 mois pour faire non seulement la mesure de l'impact économique et en santé de Moi sans tabac, mais plus largement de la politique anti-tabac en France depuis plusieurs années. Et donc, on a aussi associé le Haut Conseil de santé publique à ce travail, puisqu'on travaille également sur ce sujet. Donc, j'ai voulu parler aussi d'une campagne plus récente qui a été mise en place par la FDA, Food and Drug Administration, qui s'appelle Les vrais coups. Et donc là, ils ont ciblé les 12-17 ans et après des études, c'est un background théorique, etc. Ils ont choisi les choses qui avaient un sens pour les jeunes. Donc là, c'est les insights stratégiques, c'est les jeunes ne veulent pas perdre le contrôle, ne veulent pas perdre le contrôle. Et donc, on joue sur cet argument du refus de perte de contrôle. Et donc là, par exemple, Alison, en fait, on croit qu'elle parle de son petit ami avec qui elle est accrochée. En fait, non, c'est la cigarette, elle est obligée de sortir. Et Bully, là, c'est une petite cigarette, mais c'est surtout un harceleur qui emmerde le jeune. Donc voilà, c'est une façon imagée de travailler sur le fait que les jeunes ne veulent pas être enfin ne veulent pas perdre le contrôle. Voilà. Et l'autre partie de l'insight, c'est le coût pour mon corps. Et donc là, donc bien sûr, l'avenir en cancer du poumon à 30 ans ou 40 ans après, ça n'a pas d'intérêt pour les jeunes. Donc, en fait, c'est des choses à court terme, donc comme les rides ou comme les dents jaunes, etc.
Voilà, donc ça c'est les deux. Donc c'est là, ça montre la réflexion en amont et surtout utiliser des leviers qui ont un sens pour les gens. Donc comment ça a été évalué? Donc une enquête longitudinale, donc une cohorte qui a été mise en place en 2013 jusqu'à 2016. Bien sûr, une vague avant et 4 vagues après, donc avec en face à face et en ligne. Donc c'est un échantillon c'est un échantillon aléatoire. 5000 jeunes non-fumeurs ont été interviewés. Et donc, la mesure de l'exposition à la campagne est assez originale. Enfin, elle n'est pas originale parce qu'elle avait été déjà utilisée pour la campagne Truth. Donc, soit aux États-Unis, il y a des zones médiatiques avec des différences d'exposition. Ça permet de donner un proxy. On ne demande pas aux gens s'ils ont vu, mais on sait que leur secteur a été exposé à tant de publicité, tant de quantité de publicité, et ils ont également une interrogation en montrant les spots pour demander aux gens s'ils l'avaient vu ou pas vu. Donc il y avait deux manières de voir l'exposition, une, je dirais, objective par le proxy et une déclarative par l'interview en face à face ou par mail. Et donc on retrouve, comme toutes les campagnes efficaces, un effet dose, c'est-à-dire que pour 3500 GRP, c'est-à-dire une quantité d'exposition, il y a une réduction de 30% de le risque de commencer à fumer. Et finalement, si on rajoute tout ça, une estimation entre 380 000 et 587 000 jeunes de 11 à 19 ans qui ne sont pas devenus fumeurs. Donc la campagne coûte très cher avec 250 millions de dollars. Pour rappel, nous, on est plutôt à 15 millions en France sur le tabac par an. Et juste le coût énorme, et donc ça c'est peut-être un sujet de discussion, il y a eu 12 millions d'investissements sur l'exposition, l'enquête avec 5 vagues et assez souvent du face-à-face, c'est extrêmement cher en termes d'enquête. Mais sinon, ça permet de répondre à la question de l'impact. Donc, le retour sur investissement est estimé à 128 $ pour $1 investi. Donc ça comprend les années de vie en bonne santé non perdues, qui sont estimées à 100 000 $. Et si on ne parle que des frais financiers, enfin dire des dépenses en dollars, c'est pour $1 investi, il y a 4 $ d'économisés en frais financiers. Et tout ça, ça a résisté à pas mal d'analyses de sensibilité où on fait varier sur les intervalles de confiance pour voir si on reste toujours dans les mêmes résultats. Si ça confirme la solidité des résultats. Donc là, ils ont divisé les coûts en 3 types de coûts. Le coût privé, c'est pour le fumeur, c'est-à-dire que ça inclut la valorisation des années de vie en bonne santé. Voilà. Le coût quasi externe, c'est pour l'entourage proche. Et les coûts externes, c'est les coûts pour la société. Et donc là, vous avez le 1 $ pour 128, total coût du tabagisme, c'est la dernière ligne, et le 1 $ pour 4 $, investis et 4 $ économisés, c'est sur les coûts pour la société. Et donc ça, c'est une plaquette, je dirais, d'infographie. Bien sûr, la FDA est très fière de pouvoir montrer ce retour sur investissement. Comme je vous avais dit, près de 600 000 jeunes qui n'ont pas commencé à fumer. Et donc la moitié, d'après d'autres études, qui auraient pu devenir fumeurs à l'âge adulte. Et puis 180 000 $ d'économisés. Et puis le coût total, 53 milliards de dollars d'économisés pour la société américaine. Et donc cette campagne, là, c'est l'évaluation de la première vague, mais elle continue. Et donc vous avez les films sur YouTube, hein, c'est assez facile à trouver. Donc, deuxième chose qui est en train d'arriver, c'est un peu ce que disait Karine sur le nudge. Donc, moi, je préfère utiliser le mot science comportementale. Et donc là, les sciences comportementales qui incluent le nudge sont quand même maintenant au cœur du gouvernement depuis un certain nombre d'années. Donc, nous, on travaille de plus en plus avec la direction interministérielle de la transformation publique qui a une petite cellule de sciences comportementales où il y a, je sais pas, 5-6 personnes
et ils ont fait un marché public qui a été gagné par le Behavioral Insight Team britannique, qui au départ était un service des premiers ministres qui maintenant ont dû gagner leur indépendance et qui sont devenus, on va dire, une société de consulting pour le monde entier, mais en particulier les pays du Commonwealth. Donc là, maintenant, ils travaillent pour nous, ils ont des locaux en France. Et donc, comme ça a été dit tout à l'heure, eux, ils travaillent, donc, ils travaillent avec vraiment l'idée des sciences comportementales et des biais des personnes qui est j'arrête de fumer demain ou de toute façon ça m'arrivera pas, l'optimisme comparatif, enfin tous ces biais qu'on connaît et les vieux modèles psychologiques reposent souvent sur l'idée d'augmenter l'intention et qui va donner un comportement, mais ça ne suffit pas. Il faut justement passer ce gap, passer de l'intention au comportement, et c'est justement la manière de travailler. Et donc, ça, c'est des ateliers de construction, ça a été dit par Véronique, des approches de design thinking, des approches de concours. Ils ont un lieu de la transformation publique, l'avenue de Ségur, où on peut faire tous ces travaux-là. On interroge les parties prenantes, on interroge les professionnels. Il y a tout un travail, on regarde la littérature, donc une sorte de travail intégré qui n'est pas très différente enfin, qui n'est pas très différente du marketing social, sauf que là, je veux dire, c'est un autre type de sciences qui ne sont pas les vieux modèles psychologiques qui sont encore valides, hein, mais qu'il faut aussi considérer que tout n'est pas rationnel, et je crois que Véronique l'a dit ce matin en introduction. Donc, on a travaillé sur la vaccination des professionnels des EHPAD contre la grippe. Et donc là, il y a eu tout ce travail qui a été fait avec dont il n'y a pas l'essai randomisé contrôlé n'a pas pu être fait, donc c'est juste contrôlé. Et là, on commence à travailler avec eux sur l'antibiorésistance. Et là, vous voyez donc les barrières comportementales, les leviers comportementaux, les points de contact, etc. Donc, il s'agit de se remettre exactement dans le parcours des gens, se remettre dans la réalité des gens. Et comme ça a été dit par Karine, ce n'est pas des experts qui imaginent le slogan qu'on impose à tout le monde sans réfléchir. Voilà. Donc, dernière chose qui est assez récente, je vous l'ai dit, donc on a un comité d'éthique de déontologie qui se pose des questions sur la dimension éthique du marketing. Est-ce que le marketing social est éthique? Voilà, donc il se pose des questions. Donc, ça nous a obligés à replonger un peu dans la littérature. Et donc, et comme souvent Gérard Hastings le dit, l'approche éthique, ça ne concerne pas que le marketing social, ça concerne aussi le marketing tout court. Donc le marketing en tant que discipline académique est l'étude des interactions des systèmes qui les organisent et des différentes parties prenantes. Donc quelque part, le marketing, c'est une étude d'interaction entre les gens. Donc c'est pas, on confond ça avec on confond le marketing avec les approches marketing, mais le marketing en lui-même, c'est une étude d'interaction entre différents acteurs, et c'est donc pour ça que ça peut être considéré comme une science. Donc, ce marketing est né il y a environ 120 ans. La discipline académique est née il y a 120 ans pour le marketing et à peu près 70 ans pour le marketing social. Et par exemple, la revue Journal of Marketing, qui a été créée en 1937, a commencé à publier des articles sur l'éthique du marketing dans les années 60. Et le champ se développe depuis. Et de la même manière, les universitaires du champ du marketing social ont aussi développé leur propre réflexion éthique, qui a commencé avec un papier de Lasniak en 1979, un papier d'Andreasen en 1994, et même un ouvrage en 2001. Donc, c'est-à-dire que le public pense que le marketing, c'est de la manipulation. Non, le marketing ou marketing social, c'est une science qui a une préoccupation éthique. Il faut simplement, disons, en prendre conscience et la faire savoir. Donc là, je vous ai mis sur cette image le livre de Andreasen, c'est un ouvrage collectif, hein, Andreasen, Alan Andreasen. Au milieu, je vous ai mis le National Social Marketing Center, qui a fait son propre travail de réflexion éthique. Ils ont fait la synthèse de toutes les questionnaires, tous les codes d'éthique qui existent. Donc ça, c'est très, très utile comme document qui est téléchargeable facilement.
Et plus récemment, le CDC, donc le European Center for Disease Control, a fait 2 documents sur le marketing social, y compris la partie éthique qui fait partie de la démarche obligatoire. Donc il y a une fiche à remplir, et donc il faut y penser en amont et renseigner sa réflexion éthique sur ce qu'on va faire. Donc, je défends qu'il y ait un questionnement éthique qui est commun aux autres interventions. Enfin, j'ai choisi le travail de Cass qui dit qu'il y a un questionnement éthique pour la santé publique et ça concerne toutes les approches de santé publique et pas simplement le marketing social. C'est quels sont les objectifs, quelle est l'efficacité pour atteindre les objectifs, quels sont potentiellement les effets secondaires de ces programmes, les effets secondaires négatifs. Est-ce qu'on pourrait les minimiser? Est-ce qu'il y a des approches alternatives? Est-ce que le programme est appliqué pour, on va dire, être socialement équilibré, c'est-à-dire qu'on touche aussi une approche, je veux dire, inégalité sociale de santé. Et voilà, comment est-ce qu'on peut équilibrer les bénéfices et les effets secondaires dans ce type de programme et c'est extrêmement important. Il n'y a aucun programme efficace qui n'a pas d'effet secondaire. Donc, les programmes qui n'ont pas d'efficacité n'ont pas d'effet secondaire. Voilà, donc c'est assez simple, c'est une règle à suivre. Et donc là, j'ai mis une proposition, d'une équipe australienne qui a créé le concept de promotion de la santé intégrée et donc qui va d'une approche individuelle à une approche populationnelle avec le dépistage, l'éducation pour la santé, les compétences, marketing social, l'information, l'action communautaire et les lieux promoteurs de santé. On a parlé des hôpitaux promoteurs de santé tout à l'heure. Et donc, dans chacune de ces... donc, premièrement, ça veut dire que le marketing social peut tout à fait être considéré comme dans la grande famille de la promotion de la santé et que chacun de ces approches doit mériter une réflexion éthique. Il n'y a pas besoin simplement de s'attaquer au marketing social. Il peut y avoir des actions communautaires manipulatrices. S'il y a quelqu'un extrêmement compétent avec du charisme, il peut tout à fait manipuler un quartier. Donc la réflexion éthique, elle ne concerne pas que le marketing social. Donc, première chose, l'important pour moi, c'est de différencier la communication en santé qui reste quand même la plus connue. C'est je veux toucher toute la population, j'utilise la communication, je sais ce qu'il faut dire. J'ai inventé un slogan. Moi qui suis pneumologue, je vous dis exactement ce qu'il faut mettre dans la campagne. Ou moi qui suis militant associatif de la prévention, je sais. Donc en gros, c'est les experts qui définissent le message. Le message, il faut sensibiliser les gens. Même les épidémiologistes, ils sont inventeurs de messages pour sensibiliser la population, alors qu'en fait, ils ne connaissaient rien. Enfin, ils ne veulent pas rentrer dans la complexité humaine, je dirais, humaine et sociale. Et donc, comme on sait exactement le problème, on ne va pas faire d'études, on ne va pas creuser. Et cette approche communication de santé, elle est encore active tous les jours. Donc, il faut lutter pour mettre en place tous les travaux nécessaires pour faire du marketing social. Ça a été dit, connaissance fine des aspirations et des contraintes, donc faire des études, adapter le produit pour qu'il soit acheté. On part des besoins des gens, mais ça a déjà été dit, et on préteste, on évalue. Donc, conclusion et recommandation. Le marketing social reste incompris dans certains milieux de la santé publique, ça je peux vous le dire, ça c'est clair. Il est nécessaire, à mon avis, de rendre visible et systématique la réflexion éthique. Et je me disais, c'est aussi à soumettre à la discussion peut-être, c'est quand on veut lancer une étude, une recherche, on est assez souvent obligé de passer devant un comité d'éthique. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir quelque chose comme un comité d'éthique pour faire des opérations de marketing social où on se pose la question, est-ce que je vais éventuellement, à qui je vais nuire? Comment je peux éviter de nuire à certains groupes de population? Est-ce que l'ensemble vaut le coup par rapport aux bénéfices? Enfin, c'est un peu le questionnaire de Cass. Donc, il faut développer l'évaluation d'impact et bien sûr, ça coûte plus cher
que des post-tests où on interroge les gens, l'avez-vous vu, l'avez-vous compris? Donc, c'est pas du tout ça, ça ne suffit pas, même si c'est demandé par le gouvernement qu'il y ait des post-tests. Mais une enquête après, sans avoir de points avant, c'est sans suivi, c'est pas avec ça qu'on aura des évaluations d'impact. Donc, ça demande un investissement méthodologique et un investissement probablement, enfin, sûrement financier supplémentaire. Donc, développer le calcul du retour sur investissement. Donc là, on a beaucoup de retard et on en parle souvent au Conseil de santé publique. Il n'y a pas les équipes, il y a des compétences à acquérir. Donc, je vous ai dit qu'on travaille avec l'OCDE, mais l'OCDE, c'est un organisme international qui est installé à Paris, mais on ne peut pas dire que c'est une équipe française. Donc, on a vraiment à se mobiliser pour trouver un lieu qui fasse les calculs comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Et également, intégrer les sciences comportementales au marketing social, ce n'est pas très difficile. Enfin, il faut simplement décider de travailler avec ces approches un peu nouvelles où on se pose la question du passage à l'acte. On ne veut pas seulement l'intention, on veut le comportement. Et parfois, il y a pas mal de choses, comme ça a été dit, le nudge, qui ne passe pas par l'intention, qui passe simplement parce que l'environnement est favorable. Et donc, il faut aussi mettre tout ça dans l'équation, enfin, disons, dans la méthode de travail. Je vous remercie de votre attention et je vais essayer de comprendre pourquoi je n'ai pas pu mettre ma caméra tout à l'heure. Ah oui, non, excusez-moi, j'ai pas totalement fini. Oui, donc je fais un peu de promotion. Donc on subventionne l'Agence nouvelle des solidarités actives. Et il y a un ouvrage qui vient juste de sortir. Il y a eu un webinar, donc je vous encourage à. Donc c'est vers une action publique éclairée par la preuve, un guide pour identifier et mettre en œuvre ce qui fonctionne. Donc là, vous pouvez télécharger ce guide qui a demandé 1 an et demi de travail. Et donc on a fait le webinaire organisé par France Stratégie. Donc c'est vraiment un travail intersectoriel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la santé, il y a beaucoup de choses à apprendre entre le secteur de l'éducation, le secteur social, le secteur de la santé. Et donc bien sûr, il faut aller vers des actions publiques éclairées par la preuve. Et je vous ai mis en dernière diapositive les références bibliographiques. Excusez-moi, je vous remercie de votre attention. Merci Pierre, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante et plein d'informations qui donnent de quoi réfléchir, je dois bien l'avouer. Donc j'ai vu que nous avions une question, alors j'essaie de commenter dans le chat. Alors, une question de Mouna qui demande comment le marketing social intègre la question de l'acceptabilité de décisions prises en matière de politique publique de santé. Acceptabilité de mesures prises, c'est ça? Comment le marketing social intègre donc la question de l'acceptabilité, oui, de décisions prises en matière de politique publique de santé. Donc ça y est, donc c'est la question de Caleb, c'est ça? C'est la question de Mouna. Je pense la Ah partager. voilà, Sonia. Mouna. Donc je dois dire que je ne comprends pas la question. Et je ne la vois pas non plus. Alors là, je viens de te la renvoyer normalement en chat. Alors, D'accord, en chat. J'y vais. donc, j'imagine que la question est plus de savoir, lorsqu'il y a des décisions prises ça vient de sauter. Lorsqu'il y a des décisions prises en matière de politique de santé publique, donc j'imagine de la part du gouvernement ou d'autres éventuellement institutions qui pourraient prendre ce genre de décision, comment le marketing social pourrait être mobilisé et favoriser donc la prise de ces décisions.
Alors, je sais pas si tu En penses pareil. fait, le marketing social n'est pas là pour faire accepter des décisions publiques, si je ne sais pas si je réponds, mais en tout cas, c'est pas fait pour ça. Le marketing social, c'est fait pour aider à l'adoption de comportements favorables à la santé. Donc finalement, on se place dans la vie des gens. On se place dans la vie des gens et c'est peut-être aussi la différence entre la communication où on veut faire passer une information tout simplement, et le marketing social où on rentre dans la vie des gens, leur contexte, leurs aspirations. Donc, si on a une approche positive, bah, il faut rendre le comportement attirant, donner l'envie. Voilà, donc on n'est pas du tout dans la communication descendante du gouvernement. Enfin, je ne sais pas si je réponds à la question. Alors, on va voir si Mouna réagit par rapport à cette réponse. J'ai une autre question. Donc, oui, Mouna est d'accord pour, euh, pour cette réponse. J'ai une autre question d'Aurélie qui remercie donc pour cette présentation également. Comment le marketing social peut-il jouer sur le contrôle de soi en termes d'image de soi? C'est des questions un peu dures à Oui, bah, répondre. je pense que l'exemple de la marque australienne pour profiter du dimanche matin, c'est typiquement où on aborde le sujet par un point positif, c'est-à-dire vous allez avoir des dimanches matins super, vous allez pouvoir vous amuser le dimanche matin au lieu d'être HS dans son lit, quoi. Donc là, c'est typiquement de montrer des aspects positifs qui donnent envie. Et voilà, donc c'est un moyen de montrer une autre facette pour les gens. Voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'on peut. C'est pas vraiment le contrôle, c'est plutôt le désir, l'aspiration. Et avec cette aspiration, le contrôle peut venir derrière. Merci. Je vais en profiter pour partager pardon, les illustrations de Marc Chalvin pour poser de mon côté une question qui est en lien justement un peu sur sur la thématique santé. Alors attendez, j'essaie de retrouver, hop, de partager avec vous le PowerPoint. Qui illustre justement un peu ces thématiques de santé. Donc là, vous voyez l'illustration de Marc Chalvin. Marketing social, les premières campagnes à succès. Un verre, ça va, trois verres, et tout le monde réagit en chœur. Bonjour les dégâts. Oui, c'est ça, Euh, ça peut être, je ne sais plus comment ça s'appelle, des poufs, là, je sais pas, enfin, ça a un nom, là, le détournement de publicité. Peut-être que Karine, c'est ça. on a d'autres illustrations, toujours un peu sur cette thématique alcool, où on a une personne qui est un peu submergée, on va dire, de campagnes de prévention et qui peuvent avoir un effet contraire justement par rapport au comportement attendu, où ces campagnes pourraient inciter la population éventuellement à consommer ces substances. Euh, une autre où on a l'image du français type, on va dire, avec le béret et la bouteille de vin, où ce personnage nous dit, moi je suis pour critiquer la consommation d'alcool du moment qu'on ne touche pas au vin. Mm. Donc ma question était un peu de savoir comment à Santé publique France, et je rejoins peut-être un peu la question qui avait été posée par Fabien Couvreur plus tôt sur la question du Dry January. Comment on vous laisse un peu la liberté ou non de gérer justement les campagnes de santé, de prévention, et comment ça peut se passer quand on voit que là actuellement on entend qu'il y a d'énormes problèmes
de gel sur les vignes françaises, que la viticulture française est à risque, etc., etc. Comment justement arriver à déconstruire ces messages alors qu'on est submergé de messages peut-être pas promotionnels directement sur la consommation d'alcool, mais en tout cas de messages qui mettent en valeur et en avant cette culture de l'alcool. Euh, donc les campagnes alcool ont toujours eu du mal à passer parce que à cause des lobbies, donc ça a été dit par Karine. Donc nous, on n'est pas un institut, on travaille dans un environnement politique, c'est-à-dire qu'on travaille en lien très étroit avec la DGS, le cabinet du ministère de la Santé, et on travaille également sous la supervision du service d'information du gouvernement. Donc quelque part, les campagnes sont tout à fait observées et, euh, scrutées par nos partenaires et nos tutelles. Donc on ne peut pas dire on opère on n'est pas autonome, quoi. Je veux dire, on n'est pas autonome, ça, il faut le reconnaître. Après, il faut à chaque fois trouver, convaincre nos interlocuteurs qu'on a une bonne approche. Donc, on s'y emploie. Donc, il y a différentes réunions où on démontre notre stratégie et on fait des pré-tests, pas assez quantitatifs, mais par exemple, pour la dernière campagne santé mentale, on a pré-testé de manière scientifique sur 3 échantillons, 3 scénarios et on a choisi celui qui marchait le mieux et non pas celui qu'on préférait parce que c'est celui qui avait le plus d'effet. Voilà, donc on essaye d'aller, je vous disais tout à l'heure aussi le Behavioral Insight Team. Donc eux aussi, après avoir fait une réflexion sous l'angle sciences comportementales, ils veulent absolument tester scientifiquement les différentes pistes et ils ont un système qui s'appelle Predictive, donc où ils interviewent et ils suivent dans le temps des panels d'internautes. Donc ça leur permet de tester assez rapidement différentes choses. Donc en fait, il faut avoir une démarche méthodique et dans la mesure du possible, avoir des chiffres pour montrer qu'on a choisi le meilleur scénario. Voilà. Donc il faut une démarche pas simple. Et c'est pas toujours possible. Et c'est pas toujours possible. Ou parfois, je prends un exemple des 1000 premiers jours. Donc Adrien Taquet a créé une commission, a fait travailler des chercheurs, il y a un rapport avec Boris Cyrulnik, etc. Donc, donc maintenant, le mot employé, c'est les messages. Mais nous, on dit, mais c'est quoi le comportement qu'on veut changer? Donc en fait, il y a beaucoup de travail à faire pour dire qu'on n'est pas là pour passer des messages et sensibiliser, on est là pour produire du changement. Et parfois, c'est difficile d'être compris parce il y a des impératifs de calendrier politique, etc. Donc on est obligé d'aller très vite. Mais c'est un peu ça nos enjeux, c'est passer enfin même à la DGS, hein, c'est sensibiliser la population, donner les bons messages. Les épidémiologistes disent ça aussi, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de créer du changement. Merci Pierre. Et j'imagine que c'est aussi, encore une fois, ça montre l'intérêt du rôle de chacun, du secteur associatif, de chaque individu à son propre niveau, pour communiquer également auprès de soi, de son public, car on ne peut pas charger Santé publique France de tout. Et il ne faut pas non plus avoir une vision, j'imagine, trop naïve de ce que Santé publique France pourrait faire en se disant qu'on n'est pas dépendant de financeurs, d'agenda public, politique, etc. Euh, alors, très rapidement, puisque il est 11h40, une question de Chloé. Santé publique France peut-elle financer des thèses pour des campagnes de marketing social, mieux cerner les publics, développer des messages efficaces, identifier des comportements alternatifs, etc. Nous ne pouvons pas subventionner de thèse. On n'a pas la compétence juridique pour le faire. On a un partenariat avec d'écoles doctorales avec Paris-Est, donc il faut passer
Donc nous, on subventionne l'université Paris-Est, et il y a des projets de thèse qui sont choisis, mais c'est pas nous qui les finançons, nous donnons l'argent à Paris-Est. Et sinon, il est toujours possible de proposer un projet qui abrite une thèse, mais nous, on peut pas, voilà, on ne subventionne pas un thésard, on subventionne un projet qui pourrait inclure plusieurs personnes qui y travaillent, voilà. Mais après, ça s'appelle pas subvention de thèse, ça s'appelle subvention de projet.